C'était un jour comme un autre, sauf que là, c'était Noël. C'est le jour que je me rappellerai toute ma vie. Il a commencé à me violer. J'avais mal. Je lui dis que ça fait mal. Il me dit, bah attends, tu vas connaître la vraie douleur. Donc je pleurais. J'étais KO. Ou vraiment, après, quand c'était fini, j'étais KO. J'étais un légume. Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus marcher. Au sud de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, Outreau, une petite ville de 14 000 habitants, meurtrie par un fait divers sordide qui va traumatiser l'opinion publique et ébranler l'institution judiciaire. Dans ce quartier difficile d'Outreau, tout commence par de la pédophilie familiale. L'enquête très discrète a débuté lorsque les enfants ont été retirés au couple qui ne cessait de se battre. Les petits ont parlé. C'est alors qu'ils révèlent l'enfer dans lequel ils ont vécu. Les enfants disent avoir été abusés pendant des années par leurs parents, des voisins, des commerçants et même des notables. Un véritable réseau de prostitution autour des 4 petits. Aujourd'hui, alors que l'affaire éclate, les victimes se sont multipliées. Plus de 25 enfants pourraient être concernés. 10 personnes ont été mises en examen. Un prêtre, un couple d'huissiers, ainsi qu'un chauffeur de taxi qui aurait transporté les enfants chez les clients. Dans le quartier, l'émoi est palpable. Bande d'écoles, fais sortir pourriture, salopard, c'est la peine de mort. Tout semble avoir été dit sur cette affaire. Ou trop, ce serait le drame d'adultes accusés à tort d'avoir violé des enfants. Certains ont croupi jusqu'à 3 ans en prison avant d'être acquittés. Outreau est présenté comme un symbole de l'erreur judiciaire. Les présumés responsables de ce fiasco, Myriam Badaoui, mère incestueuse et mythomane, qui aurait accusé tout le monde avant de se rétracter. Fabrice Burgot, un jeune juge d'instruction présenté comme froid, incompétent, trop sûr de lui, sans oublier ces enfants menteurs que l'on a crus, alors qu'ils accusaient de choses invraisemblables n'importe qui. Nous avons tous en tête cette vérité, validée par l'acquittement de 13 accusés à l'issue de 2 procès, à Saint-Omer puis à Paris. Une version taboue sur laquelle il serait impossible de revenir. Pourtant, l'affaire d'Outreau n'était pas aussi simple qu'on l'a dit et répété. La vérité judiciaire des acquittés n'en a-t-elle pas éclipsé une autre, tout aussi judiciaire? Qui sait, par exemple, que 12 enfants ont été reconnus victimes de viol et indemnisés par la justice? Ces enfants ont été effacés de notre mémoire. Quant au dossier d'Outreau, dense et compliqué, il a été littéralement escamoté. Retour sur une affaire judiciaire beaucoup plus complexe qu'on nous l'a dit. Tout a débuté dans une HLM du quartier de la Tour du Renard, chez les Delay Badaoui, une famille recomposée connue des services sociaux. Chérif, que tout le monde appelait Kevin, avait alors 10 ans. C'est l'un des 12 enfants reconnus victimes par la justice. J'ai su qu'après, j'étais plus le seul. Après, il y avait les fils des voisins. Ça a commencé comme ça. Au début, c'était 2 personnes. Après, il y avait des autres personnes qui ont commencé à connaître. Je sais pas. Vraiment, comment ils ont négocié pour faire ce réseau. Je ne le saurai jamais. Qu'est-ce que je sais? C'est que tout le temps, tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais un enfer. Elle se faisait violer devant moi. Elle criait en me regardant, en pleurant. En disant « Kevin, au secours, Kevin, au secours, Kevin, au secours », tout le temps. Kevin, au secours. Mon beau-père le frappait. En disant
il t'aidera pas. Il n'y a personne qui t'aidera. Il me frappait pour montrer que moi j'étais faible, que je pouvais aider personne. En disant, lui, c'est pas un dur. Lui, c'est pas quelqu'un qui peut vous aider. J'avais peur. J'avais tellement peur que j'ai rien dit à personne. La peur dont parle Chérif, Dimitri Delez, son frère cadet, en témoigne également. Souvent, on nous disait si tu continues à te débattre, on te mettra, on descendra à la cave. Je veux dire, Tous les enfants, en tout cas tous ceux que j'ai vus et que j'ai connus, ont été menacés. Toujours les mêmes techniques. Tu veux telle chose, je vais te l'acheter, mais sois tranquille. Tu restes tranquille et tu auras ça. Et tu dis rien à personne si on t'est mort. tellement on nous avait empêchés de dire non, tellement on avait vu ces choses-là que malheureusement ça devenait une habitude. On devait aussi regarder les autres en train de se faire violer ou en train de se toucher entre nous. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. C'était payant pour les gens, pour qu'ils puissent s'amuser. Sur moi, sur mes petits frères, et comme sur d'autres enfants, quoi. J'en ai vu beaucoup. Les enfants, j'en ai vu défiler. Chez moi, j'en ai vu défiler. Ils disaient tous la même chose. J'ai vraiment vécu presque 2 ans de calvaire. Ou que si j'allais là-bas, tous les dimanches, je savais qu'est-ce qui allait m'attendre. Des fois, sur la route, de là où je vivais chez ma famille d'accueil, jusqu'à Outreau, je regardais le ciel. Je demandais à Dieu de m'aider. J'avais même les larmes aux yeux en me disant, Dieu aide-moi, arrête tout ça. Et après, j'ai coupé les ponts. J'ai fui. J'ai laissé dans la merde. J'ai dit tout à ma famille d'accueil, c'était fini. J'ai laissé ça comme ça. À un moment, c'était un grand jour pour moi, où ça m'a vraiment sauvé. Mon père, donc comme d'habitude, m'envoyait lui acheter des bières. Je vois qu'une personne me tire le bras, que c'est ma mère. Je suis désolé, je suis désolé. Tout le temps, elle s'excusait. J'entends une grande voix qui commence à crier mon prénom. Cette grande voix, tout le monde le connaissait, hein, tout le monde en avait peur. Bah, c'était mon père qui me demandait de remonter pour son alcool. Mon père a commencé par prendre mon petit frère et à le secouer dans le vide. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu des voitures arriver, l'assistante sociale. Et c'est de là que j'ai été placé. C'est Dimitri. Lui, il a réussi à en parler. En sécurité, les enfants parlent. Les familles d'accueil préviennent les services sociaux. Nous sommes en décembre 2000. Et ces travailleurs sociaux ont transmis leurs inquiétudes et ont écrit des rapports qui étaient tout à fait essentiels parce qu'ils avaient effectivement le sentiment que de graves dangers et de graves carences ou de graves dangers se produisaient au sein des familles d'origine. Le procureur de la République alerté, une enquête préliminaire est ouverte. Les enfants sont entendus
par des policiers spécialisés de la brigade des mineurs. Les enfants avaient été entendus à plusieurs reprises. Et à aucun moment, la parole des enfants n'a varié. Un enfant ne va pas dire que lui, il a eu la sodomie ou il a mis un sexe dans une bouche. Jamais. On va jamais dire ça. Parce que le mot, c'est des manières. C'est ça qu'il disait. Il disait, viens chez moi, on va faire des manières, c'est tout. Donc moi, je dis exactement qu'est-ce que eux, ils me disaient quand j'y allais à leur maison ou quand je restais chez moi enfermé et que je les attendais quand j'étais vraiment tout nu. Ils disaient, viens, il va arriver, lui, il va te faire des manières. Ce qui ressortait, c'est que ces enfants avaient souffert comme c'était pas possible, chose que nous, on n'a jamais vue. Ces enfants avaient subi des... Vous dites, c'est pas possible. On est des êtres humains, je ne sais pas, c'est pas pensable, pas... Mais... Je dirais, il y a quand même plusieurs enfants qui nous racontaient la même chose. C'était dur, tout ce qu'ils pouvaient nous dire. Le couple Delay Badaoui, qui filmait les viols avec un caméscope, n'est pas arrêté chez lui à l'improviste, mais simplement convoqué au commissariat. Ce qui lui a laissé le temps de faire le ménage et notamment de faire disparaître les cassettes compromettantes. Après plusieurs semaines d'enquête policière préalable, le juge d'instruction de permanence est désigné. Il s'appelle Fabrice Burgot. Je suis arrivé à Boulogne-sur-Mer en septembre 2000. Mais j'étais déjà en poste comme auditeur de justice depuis pratiquement 2 ans à Béthune et à Dunkerque, où j'ai pu connaître des dossiers qui étaient très très proches de celui qu'on appelait le dossier d'Outreau. Le procureur Philippe Muller était à l'époque au parquet général. Il garde un souvenir très précis du dossier. On peut d'abord évoquer la violence qu'il y a dans ce dossier. La violence qu'a eu à traiter M. Burgot, puisqu'on a affaire à des violences sexuelles extrêmement graves sur de très jeunes enfants. Les déclarations des enfants ont toujours été prises au sérieux, mais jamais pour argent comptant. Donc les enfants parlaient avec leurs mots d'enfants, mais sur des réalités d'adultes. Lorsque Shérif dit avoir été abusé avec une baguette de pain, bien évidemment, lorsque l'on prend les choses au premier degré, ça paraît totalement fantaisiste. En revanche, lorsque l'on sait qu'il s'agit d'une baguette en plastique de type dinette qui servait à commettre des sévices, on s'est toujours efforcé, moi-même, les enquêteurs, de vérifier ce que pouvaient dire ces enfants, ne minimisant pas leurs paroles, mais également ne prenant pas à outrance cette parole, la remettant sans cesse en cause, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des psychologues. C'est Marie-Christine Grison de Jehansart, psychologue et expert, qui en premier a examiné les enfants. J'ai été impressionnée par les tremblements irrépressibles des enfants qui revivaient les scènes et qui me montraient par terre, dans des postures plus ou moins qu'on pourrait qualifier d'obscènes, ce qu'ils avaient vécu. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils parlaient des personnes. Ils ne les ont jamais citées comme ça délibérément. Mais au moment où ils revivaient les séquences de viol en réunion, ils citaient les personnes qui étaient concernées dans les postures qu'ils prenaient. On voyait très bien que ce n'était pas une leçon, comme vous disiez, qu'avaient appris les enfants. On voyait que ça sortait du cœur, ça sortait des tripes. Si l'enfant change un petit peu ses déclarations, on dit, vous voyez, il ment. Mais là, dans ce cas précis, les enfants, malgré tout, avaient la même déclaration qui revenait dans les différentes auditions. Placés pour la plupart dans des familles d'accueil différentes, éloignés les unes des autres, les enfants ne peuvent pas communiquer entre eux. Les enfants en signalent d'autres et accusent d'autres adultes. Au total, plus de 50 mineurs apparaissent dans la procédure. 10 ans après, Dimitri Delay se souvient.
Ils m'ont montré les photos, j'ai dit tous les prénoms. J'ai dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc pour les agresseurs, je me rappelle de... Dimitri compte sur ses doigts et retrouve le nom de 11 adultes. Parmi eux, celui de personnes qui, certes, apparaissent dans le dossier, mais qui n'ont pas été jugées. Chérif, lui, accuse 9 adultes, parmi lesquels sa mère Myriam Badawi et son beau-père Thierry Delay. Je les ai en tête et je les aurai toujours en tête. Maître Thierry Normand était l'un des 2 avocats des enfants victimes. Il y avait un cercle incontournable, incontestable, et qui concerne la famille Delay et quelques voisins. Et donc là, on est dans le dossier classique avec une certitude, il n'y a jamais de certitude, mais enfin une très forte présomption de culpabilité, et le récit des enfants sur les sévices qu'ils subissent en famille est d'une crédibilité absolue. Il y a un deuxième cercle qui lui aussi me paraît tout à fait crédible, où les enfants décrivent quelques personnes, je ne vais évidemment pas citer de nom puisque l'affaire a été jugée, les enfants, de manière précise, viennent mettre en cause un certain nombre d'intervenants extérieurs à l'immeuble qu'ils identifient, qu'ils connaissent. Là encore, ce deuxième cercle est tout à fait crédible et le récit des enfants est parfaitement cohérent, contrairement à ce qu'on a pu dire. C'est à bord de plusieurs voitures de police et cachées sous des couvertures que les 6 personnes soupçonnées de pédophilie ont été déférées ce matin devant le juge d'instruction. Parmi elles, un couple d'huissiers, un prêtre, un chauffeur de taxi. Malgré une très longue confrontation, personne n'a reconnu les faits. Jusqu'alors, l'affaire n'avait eu qu'un écho local. Les médias nationaux la découvrent après une nouvelle série d'arrestations qui ne visent plus seulement des familles pauvres. J'ai suivi pas mal de faits divers, dont l'affaire Outreau. J'ai été un des journalistes à la relayer sur le plan national en faisant un article d'une page à l'époque qui s'intitulait « La maison de l'horreur ». Un article qui n'était pas vraiment rédigé avec la plus grande précaution à l'époque. Ce qui était rigolo, c'est que j'ai été contacté, c'était juste après l'incarcération de ceux qu'on a appelés un peu vite les notables. Quelques jours après. Et j'ai été appelé par un des avocats de ces 10 notables qui me raconte à l'époque que ça fait 30 ans, ces mots résonnent encore dans ma tête, ça fait 30 ans que je fais du pénal, jamais j'ai entendu parler d'une affaire aussi horrible, ce qu'ils ont fait à ces enfants est ignoble, mon client crie à son innocence, mais il est noir comme du charbon. Il me rappelle de ça, il me donne des détails de cette affaire, et je fais un papier, j'appelle le parquet à l'époque de Boulogne, j'appelle les avocats de la partie civile, qui sont beaucoup plus prudents que l'avocat qui défend un de ces notables. Le dossier prend une ampleur inattendue. Dans un premier temps, on avait le couple Delay-Badawi, avec leurs enfants, et on était sur une affaire, je dirais, d'inceste familial et réservée à cette situation familiale. Et puis au fil du temps, on est arrivé à 18 mises en examen. Donc on est parti de 2 mises en examen à 18, ce qui est quand même important, avec notamment 6 femmes. C'est assez exceptionnel de l'indiquer, même si dans d'autres procès, on a eu à connaître un nombre de femmes important. 6 femmes, un tiers de femmes, des femmes qui ont commis des violences sexuelles extrêmement importantes sur leurs enfants. C'est quelque chose quand même difficile à gérer parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des femmes mises en cause sur ce type de dossier. Le juge d'instruction doit gérer ce dossier hors norme, sans moyens supplémentaires. En février 2001, je devais avoir aux environs de 100-120 dossiers qui étaient en cours dans le cabinet, sachant que la moitié intéressait des dossiers de pédophilie qui étaient très proches de ce dossier dont j'ai été saisi à ce moment-là. Les 2 autres juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer étaient également très chargés, de sorte que je n'ai pas eu du tout d'aide, en tout cas dans un premier temps, sur ce dossier. À ce stade de l'instruction, on retrouve ce qui existe dans la plupart des dossiers de crimes collectifs. Chaque accusé se défend en se démarquant des autres.
il y a des mises en examen qui se sont accusés les uns les autres. Voici par exemple la lettre que l'un des mis en examen, un futur acquitté, adresse au juge Burgot. Au total, des dénonciations précises, avec des détails concordants. Alors qu'aucune concertation n'était possible entre les accusés, puisqu'ils étaient incarcérés dans des prisons différentes. Les confrontations entre dénoncés et dénonciateurs virent parfois à l'affrontement. Lors d'une confrontation entre adultes, l'un des adultes mis en examen, qui a été condamné en première instance à Saint-Omer, puis acquitté, a dû être maîtrisé par 3 ou 4 gendarmes, compte tenu de la violence dont il faisait preuve à l'égard d'autres mises en examen. Les gendarmes ont eu du mal à le maîtriser, à lui placer les menottes. On est vraiment très loin de la photo des acquittés, posant tous ensemble sur les marches du palais de justice. Les avocats indiquaient que le dossier ne tenait que sur les déclarations des enfants. Ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai eu le dossier entre les mains, j'ai fait les auditions des mises en examen, les auditions des victimes, les auditions de témoins. J'ai pris le tas auditions victimes, enfants, et j'ai mis de côté. Et j'ai pas touché, et j'ai travaillé uniquement sur l'audition des mises en examen et des témoins, pour vérifier si effectivement les avocats avaient raison ou pas. Et je me suis rendu compte que à mon idée, à mon filtre, le dossier tenait sur les simples déclarations des accusés et des témoins. Et ensuite, j'ai pris la pile des enfants, pour ne pas les oublier, pour voir si effectivement on pouvait croiser les informations, les déclarations, entre les déclarations des mises en examen qui s'accusaient entre eux. Et j'ai mis les déclarations des enfants et je les ai croisées. Et pour beaucoup d'entre elles, effectivement, ça se croisait parfaitement. L'instruction va connaître 2 rebondissements qui, par la suite, vont être présentés comme des preuves de l'incompétence du juge. Plusieurs enfants affirment avoir été emmenés en Belgique pour y être violés au cours de parties fines. Ces déclarations sont confortées par des écoutes téléphoniques au parloir de la prison. Une conversation édifiante entre Thierry Delay et sa propre mère. La piste belge n'aboutira pas. Ce ne sont pas les enfants, mais l'un des adultes mis en examen qui va provoquer le second rebondissement. Les policiers du SRPJ de Lille recherchent le corps d'une fillette, 5 ou 6 ans, belge sans doute. À l'origine des fouilles, ce jeune homme, entendu hier par le juge d'instruction, il a reconnu avoir assisté au meurtre. C'est par une lettre que ce mis en examen a alerté le juge Burgot. Mais France 3 en reçoit également une copie. Comment ce double du courrier a-t-il pu quitter la prison ? Dans la foulée de cette lettre, les faits faisaient l'ouverture des journaux télévisés, que l'on filmait en direct les excavatrices qui creusaient dans le jardin au pied de l'immeuble en pensant qu'on allait découvrir des corps d'enfants, que le magistrat, le maire de la ville d'Outreau à l'époque n'avait pas hésité, et on peut comprendre son émotion, à dire qu'il s'attendait au pire et à ce qu'on trouve plusieurs enfants, 3-4 enfants, et qu'il s'attendait à des orages, à découvrir un charnier. Donc là, il y avait eu quand même, et ça peut s'expliquer, une dramatisation qui n'a existé dans aucun autre dossier de ce genre, à ma connaissance. Ils n'ont rien trouvé. Toute la journée, les enquêteurs du SRPJ de Lille ont fouillé ce petit jardin ouvrier sans succès. Pas trace du corps de l'enfant. Une fillette d'origine flamande, sans doute, de 5 ou 6 ans, pas plus. Là, on n'a rien découvert. Cependant, les policiers pensent que les témoignages qu'ils ont reçus sont bons. Et à partir du moment où il y a cet élément-là, le dossier devient totalement immaîtrisable. Et le magistrat instructeur, le procureur, l'ensemble des intervenants judiciaires sont confrontés à une obligation de maintien en détention de l'ensemble des protagonistes de l'affaire, tant qu'on n'aura pas tiré au clair ce récit. Par la suite,
le dénonciateur, un futur acquitté, expliquera qu'il a inventé toute cette histoire pour démontrer par l'absurde que le juge était prêt à faire n'importe quoi. Mais plusieurs enfants avaient parlé de ce meurtre présumé. Et le dénonciateur lui-même l'avait évoqué devant un psychiatre, tout en reconnaissant avoir violé des enfants pour de l'argent. On nous donne des déclarations. Nous sommes obligés, par notre rôle de parquet, de procureur, nous sommes obligés de pouvoir vérifier la réalité ou la non-réalité d'une infraction. Et donc, il était tout à fait normal qu'on demande au juge d'instruction de vérifier cette piste. Magistrate à la Cour de cassation, Pascale Fontaine connaît très bien le dossier. Elle siégeait à l'époque à la chambre de l'instruction à Douai. Ça n'est pas parce qu'on ne trouve pas un élément que pour autant cela n'existe pas éventuellement ailleurs ou que pour autant une recherche infructueuse va venir invalider le reste du dossier. Dans tous les dossiers d'instruction, vous avez un juge d'instruction qui va chercher dans un sens, il ne trouve pas dans ce sens-là, il ferme la porte et il repart travailler. Il y a quand même une étrangeté dans cette affaire, c'est que finalement, on a, de par la parole des enfants, le récit d'un crime qui n'aurait jamais existé, et ce récit est à peu près semblable à celui que fait dans ses déclarations, dans la lettre folle qu'il adresse à FR3 Nord-Pas-de-Calais. Le dossier est devenu volumineux. L'instruction touche à sa fin. Qui doit être écarté du dossier? Qui doit être jugé? Une trentaine de personnes ont eu leur nom cité dans le dossier. Sur ces 30 personnes, il a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour une dizaine d'entre elles. 36 adultes suspectés précisément. 1 sur 2 mis hors de cause. Prétendre que l'instruction a été faite à charge ne correspond pas à la réalité du dossier. Fabrice Burgaud a également fait ce même travail d'écrémage, entre guillemets, concernant les enfants. Il a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour que tous les enfants soient considérés comme victimes de ces adultes-là dans son dossier. Avant la fin de l'instruction, Fabrice Burgaud est nommé au pôle antiterroriste à Paris. Une promotion qui témoigne des qualités que la hiérarchie judiciaire lui reconnaît. Nous, on nous vend un juge d'instruction qui bosse bien, qui est jeune. Ce n'est plus le vieux juge d'instruction poussiéreux qui est dans son cabinet. Lui, il est moderne. Et donc d'ailleurs, à lui tout seul, il a résolu une affaire de pédophilie avec des ramifications internationales, avec des dizaines de suspects, des enfants nombreux qui ont été victimes. Donc on nous le présente, on nous le vend comme l'archétype de ce nouveau juge d'instruction. Je n'ai pas compétence à qualifier le travail d'un collègue, mais je dirais quand même que le travail du juge Burgaud est un travail correct. Correct, comme tout dossier d'inceste et de violence sexuelle, il l'a traité comme tous les dossiers qu'on traitait à l'époque. Il n'y a pas eu d'anomalie dans le traitement de ce dossier. La procédure a été suivie correctement. Il a lancé les expertises qu'il fallait. Les auditions et le contenu des auditions, là par contre, je dirais, ont été assez remarquables dans la mesure où vous aviez une partie où le juge Burgaud procédait à l'interrogatoire et procédait lui-même aux questions, et toute une partie qui était laissée à la défense, où vous aviez quelquefois une page, 2 pages, 3 pages, quelquefois une vingtaine, 25 questions posées par les avocats de la défense sur la personne interrogée. Et ils ont pu poser des questions. Ils ont pu effectivement imposer leur vue à l'intérieur des interrogatoires qui ont été menés par M. Burgaud. Et ça, j'ai rarement vu. Depuis ce matin, aux marches du palais de justice de Boulogne, c'est un incessant va-et-vient d'avocats et de prévenus pour des confrontations dans l'affaire de pédophilie de la Tour du Renard à Outreau. La défense contre-attaque. Le juge Burgaud aurait instruit à charge puisqu'il n'a pas organisé de confrontation entre les enfants et leurs agresseurs présumés. J'ai décidé de ne pas organiser de confrontation entre les enfants et les mises en examen. Le dossier était marqué de très grandes violences envers les enfants et les enfants tremblaient littéralement devant leurs agresseurs. Ce choix du juge est-il pertinent? Nous l'avons demandé à l'un des sages de la République, Pierre Jox,
ex-ministre et ancien membre du Conseil constitutionnel, inscrit au barreau comme avocat bénévole des enfants. Si un de vos enfants avait été abusé sexuellement, est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous accepteriez la confrontation entre votre enfant et l'agresseur? C'est tellement compliqué de recueillir le témoignage d'un enfant que, avant de mettre en cause une procédure parce qu'on n'a pas choisi la confrontation, comme il y a d'autres éléments de suspicion, puisque la plupart des adultes mis en cause, ils se sont accusés entre eux. Ils se sont mis en cause les uns les autres. Alors, très souvent, on dit « Ah, la parole des enfants ». Très bien. Mettons en cause la parole des enfants, mais les adultes, ils se sont accusés les uns les autres, alors leur parole ne vaut rien. Non, je crois que cette question de confrontation, la confrontation entre adultes, c'est une chose. La confrontation entre un enfant qui a été violé ou abusé, et parfois de façon répétée, et certains des coupables, ça mérite réflexion. Michel Gastaud fait partie de ces présidents de cour d'assises qui ont su gagner l'estime et le respect de tous. Il a présidé plus de 500 procès. Il jette sur le dossier d'Outreau un regard très professionnel. Comme l'a dit l'inspection des services judiciaires, c'est une instruction qui avait été faite honnêtement. Ce n'est vraiment pas l'opinion des avocats de la défense qui se disent indignés. On ne répond pas à nos demandes d'actes. Lorsqu'on demande une confrontation, on ne nous répond pas. En réalité, la défense a très peu contesté le travail du juge. Ce qui a été peu dit dans cette affaire, c'est que les avocats de la défense sont restés étrangement discrets pendant toute l'instruction. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, est-ce que c'était stratégique ou pas, ou est-ce que c'était parce qu'ils se sont mis à travailler tard sur le dossier, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont demandé très peu d'actes. Les avocats ont la possibilité de faire un appel et de venir devant nous, chambre de l'instruction. Ils nous ont saisis en appel 5 fois. Ce qui signifie que sur les 18 mois d'instruction pendant lesquels Fabrice Burgot a travaillé sur le dossier, les avocats n'ont pas été satisfaits par son travail 5 fois. J'ai très peu vu de critiques sur le dossier lui-même. Les avocats ont certes attaqué le juge, en tant que personne, en tant que magistrat. Ils ont certes attaqué le procureur de la République. Ils ont attaqué la justice, dans son institution. Le dossier lui-même, ils l'ont très peu attaqué. Le dossier lui-même était très peu attaquable. La défense mesure à quel point le dossier, pour elle, est un obstacle majeur, comme le reconnaît Maître Pouille Deldic, l'avocate de Myriam Badaoui. La tâche était tellement lourde pour les avocats de la défense à Saint-Omer. Ils arrivent avec un dossier qui est quand même ficelé. Il fallait adopter une stratégie de défense implacable. Comment faire oublier le dossier d'instruction ? C'est la question que se posent les avocats de la défense, notamment ceux qui, venus de Lille ou d'Amiens, après l'arrestation des prétendus notables, ne cachent ni leur ambition ni leur soif de médiatisation. La défense choisit une stratégie audacieuse. Alors qu'ils s'étaient abondamment dénoncés entre eux, 13 des 17 mises en examen font bloc. Tous se disent innocents et victimes d'une justice malveillante. Tous se portent garants de l'innocence des autres. Désormais, la défense est collective et tous les avocats vont tenir le même discours. Il y avait une stratégie, bien entendu, une stratégie globale de la défense qui était évidente au vu de ce qui pouvait se dire ou se faire sur les marches du palais. C'est leur choix, je ne le critique pas, simplement il faut le prendre comme tel. C'est effectivement une stratégie sur tout le contentieux de la détention. J'ai siégé plus d'une 40aine de fois pendant à peu près 2 ans sur ce dossier et donc j'ai été amenée à voir finalement très régulièrement plusieurs des personnes qui étaient à ce moment-là en détention. Et je me souviens que plusieurs fois certains avocats nous ont dit en souriant ou un peu avec dédain « mais ce que vous faites là sur la détention, ça nous est égal, ça n'est pas ça qui nous intéresse, nous préparons Saint-Omer ». Et ce discours-là, nous préparons Saint-Omer, donc le procès d'assises, il le tenait plus d'1 an avant. Avoir une stratégie commune ne suffit pas.
La défense doit également gagner le procès à l'extérieur du palais de justice. Elle doit gagner la bataille médiatique. On a travaillé avec le dossier d'instruction, puisqu'on l'avait sur CD-ROM, et qu'on allait... Bon, c'était une énormité de dossiers, enfin, il y avait des tomes et des tomes de PV. Donc c'est vrai qu'on était très orientés par les avocats de la défense qui nous montraient à chaque fois les failles du dossier. Le procureur Éric Morel était alors en poste à Saint-Omer. Il évoque en 2006 une proximité inédite entre les avocats de la défense et les journalistes devant l'inspection générale des services judiciaires. Se faire le juge d'instruction, oui, ça a été dit, je l'ai entendu. Oui, bien sûr. Oui, ça a été dit, c'était évident. C'était dit par qui? Ça, c'est secret professionnel. Mais ça a été dit par des avocats, évidemment. Ça a été dit, oui, bien sûr. Mais bon, ça, c'est la règle du jeu. En orientant les journalistes, la défense leur rend aussi service. Quel chroniqueur aurait le temps de lire l'intégralité du dossier? D'où un risque de confondre la parole des avocats avec la réalité de l'instruction. Qui pourrait reprocher à un avocat d'utiliser tous les moyens en sa possession pour obtenir le meilleur résultat possible? Le rôle de l'avocat n'est pas d'obtenir la vérité. Le rôle de l'avocat est de défendre son client. Et entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. Le procès s'ouvre à Saint-Omer en mai 2004. Seuls 17 des 18 mis en examen comparaissent, car l'un d'eux est décédé en prison. Tous accusés par des enfants et, au départ, par un ou plusieurs codétenus. Dès son ouverture, la défense choisit de désorganiser le procès. Elle fait citer à la dernière minute 150 témoins. Face à l'ampleur de cette affaire, la cour d'assises de Saint-Omer semble débordée. Ce matin, l'appel des 150 témoins a même lieu dans la cour du palais de justice. On a multiplié les témoins de moralité. Effectivement, c'était de bonne guerre. 20 personnes qui viennent dire que monsieur Untel est un homme estimable, généreux, gentil, bon père de famille. Ça peut bien sûr avoir un intérêt pour se dire, après tout, s'il est si bon père de famille, il ne peut pas être capable de faire les choses qu'on lui reproche. Pour ça fait partie des choix de défense. Alors plus il y a de témoins, plus il y a de personnes entendues, plus il y a de dispersion, bien évidemment. Du coup, plus personne ne sait exactement quand il sera entendu. Les enfants et les experts attendront parfois des heures, voire des journées entières avant de déposer à la barre. Quant à la salle d'audience, elle est très curieusement aménagée. Comme il y avait 17 accusés, au lieu de mettre les accusés à leur place habituelle dans toutes les cours d'assises, c'est-à-dire en face le procureur, dans ce qu'on appelle généralement le box des accusés. Au lieu de les mettre là, parce qu'ils étaient trop nombreux, on les a donc mis dans le public. Et qui a-t-on mis dans le box des accusés? On y a mis les enfants. Je ne comprends pas comment les responsables de l'organisation de ce procès ont eu cette idée un peu extravagante de renverser les situations et de mettre les présumées victimes à l'emplacement des présumés accusés et les présumés accusés à l'emplacement du public, juste à côté des journalistes, où ils se trouvaient d'une certaine manière spectateurs de leur procès, alors que les enfants se trouvaient confrontés au regard de tous. On s'est dit, mais on a commis une erreur. Mais ça a été une erreur vraiment involontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à placer les victimes en tant qu'accusés. On a cherché à trouver une solution pour tenir le budget. Et dans la symbolique judiciaire, c'est même très compliqué parce que les professionnels sont habitués à pratiquer dans un rituel immuable et la disposition des lieux n'est pas innocente. Ça joue un rôle sur l'évolution d'une affaire. Donc là, pour des raisons pratiques, on était tout à fait hors norme. Non seulement les repères sont brouillés, mais le procès lui-même est déséquilibré. Les accusés sont défendus par 19 avocats, alors que les 15 enfants n'en ont que 2.
À partir du moment où je pose une question à un témoin, mais que derrière ma question, 10 confrères veulent également, pour la défense, veulent poser une question à ce témoin, on en retire l'impression que finalement, la parole est plus donnée à la défense qu'à la partie civile. Et la défense va littéralement prendre le pouvoir. J'ai assisté à plusieurs procès concernant l'enfance maltraitée avec, très souvent, la mort de l'enfant. Mais je n'ai jamais vu un procès comme celui de Saint-Omer. Une véritable foire d'empoigne où les défenseurs, oui, je peux le dire, hurlaient dans la salle. On était impressionnés tout au moins au début. Bon, après, on a pris l'habitude. Les avocats de la défense vont tout faire pour escamoter le dossier d'instruction, comme en témoigne le procureur Morel devant l'inspection générale des services judiciaires. Si nous avions pu prévoir qu'il y aurait une certaine défaillance dans la maîtrise du procès au niveau de l'autorité judiciaire sur les intervenants. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait à mon sens fallu que les autorités judiciaires se montrent extrêmement classiques dans le déroulement de l'audience et ne laissent pas aux uns et aux autres la possibilité d'organiser un happening judiciaire où tout le monde prenait la parole à tout bout de champ, dans n'importe quelle position, n'importe quelle direction, créant la confusion générale. Les avocats se relaient pour déstabiliser tous les témoins gênants pour leurs clients. En premier lieu, les travailleurs sociaux qui ont recueilli les confidences des enfants. C'est vraiment scandaleux d'avoir pu penser que les familles d'accueil, les travailleurs sociaux, auraient contaminé le dossier à partir du moment où ils faisaient simplement leur travail et ils décrivaient ce qu'ils voyaient. Donc on leur a reproché en fait de faire leur travail, d'avoir soi-disant été partial dans la manière de rédiger ces rapports, alors qu'en fait ils n'ont fait que décrire la réalité. Puis c'est au juge Burgot d'être entendu comme témoin. Il arrive de Paris sous protection rapprochée, ce qui sera mal perçu alors qu'il ne s'agit que des mesures de sécurité appliquées à l'ensemble des magistrats antiterroristes. Pour la défense, Fabrice Burgot doit supporter la responsabilité de ce qu'elle appelle déjà un fiasco. La déposition comme témoin à Saint-Omer a été très difficile. C'était dans un climat d'hostilité très très fort de la part de la défense qui cherchait à me démolir, qui attaquait non pas le travail qui était fait, mais plus pratiquement ma personne, la personnalité, la façon dont j'étais habillé. Notamment, les médias critiquaient le fait que j'avais un costume trop grand pour moi, avec tout ce que ça impliquait, notamment que le dossier était beaucoup trop important pour ma petite personne. Nouveau coup de théâtre à Saint-Omer au procès de ce que l'on ne doit plus appeler le réseau pédophile d'Outreau. On cherche à expliquer depuis des semaines, des mois, ce qui ne va pas dans le procès d'Outreau. Et lorsque les débats, finalement, se terminent pratiquement, et nous sommes à quelques jours des plaidoiries, on constate que l'expert des enfants n'est pas impartial et n'est pas indépendant vis-à-vis d'une partie. Moi, je vais vous dire, c'est un scandale supplémentaire et c'est la démonstration d'un fiasco judiciaire supplémentaire. En 25 ans d'expertise, jamais les compétences de Marie-Christine Grison de Jehansard n'avaient été mises en cause. Pendant l'instruction, aucune contre-expertise n'a été demandée à l'exception d'une. En revanche, pendant les dépositions, le travail de sape des avocats a fait que je n'ai pas été récusée, je suis partie. Je suis partie parce que c'était impossible de déposer sereinement, normalement. Il s'est mis en place une stratégie de harcèlement, d'accusation, de contre-vérité, contre lesquelles mes dénégations n'avaient aucune portée. Et par exemple que je suivais en thérapie les enfants d'Outreau. Donc c'est pour ça que j'étais partiale et que je n'aurais pas dû accepter le travail d'expert. Et c'était faux, bien évidemment. Donc j'ai dit que c'était faux, mais finalement, dans la bronca, dans le brouhaha et dans la façon de faire très stratégique des avocats, ils ont fait comme si les dénégations n'existaient pas. Le président des assises, n'ayant pas les moyens de vérifier les contre-vérités, ne m'a pas récusée, mais a demandé à ce que soit fait nommer, plus exactement, 5 experts pour revoir les enfants que j'avais expertisés. Parmi les nouveaux experts nommés, Christine Condamin,
une universitaire habituée à déposer aux assises. Tout a été fait pour discréditer les experts. Les premiers, le premier groupe d'experts, puis celui qui a été nommé comme moi en urgence et qui a corroboré les dires du précédent collège. On a été stigmatisés, dans la presse notamment, mais aussi partout, disant qu'on était de très mauvais experts, etc. Parce qu'il aurait fallu qu'on ne disent pas la même chose que nos collègues. Les avocats des agresseurs présumés ont été très très durs. Ils nous ont ridiculisés ou tenté de nous ridiculiser, tenté de nous disqualifier, etc. Tout comme ce que disaient d'ailleurs les enfants. Nous sommes des adultes, bon, mais les enfants, des enfants très perturbés par leur vécu, sont très vite déstabilisés. Et là, tous les enfants à Saint-Omer avaient été déstabilisés par les questions qui leur ont été posées. Il faut être très respectueux avec ce type d'enfants, ce qui n'a pas du tout été le cas à Outreau. Le début de journée décisive dans le procès d'Outreau. La Cour a commencé à entendre les enfants victimes de viol. Ce qu'on attend simplement, c'est que la défense, et je crois que mes confrères le feront, les interroge avec tact et délicatesse. C'est tout le contraire qui va se passer. Alors qu'ils déposent en tant que victimes, les enfants subissent le feu roulant des questions des avocats de la défense. Le président ne va pas réussir à tenir cette audience. On était dans le box des accusés. C'est moi qui parlais en premier. Ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de m'égorger comme un mouton, comme un cochon. Ça ne nous laissait pas trop le temps de parler, donc les gens, ça, ils l'ont oublié. Les gens, ils ont pris ce que disaient les avocats, mais ils n'ont pas vu que les enfants, ils n'ont pas beaucoup parlé, qu'ils ne pouvaient pas parler. Et les avocats de la défense vont continuer leur mécanique de défense en essayant d'imposer à ces enfants des réponses extrêmement précises sur des faits qu'ils ont depuis des années essayé d'oublier. Et ça peut se comprendre. Et qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Pour le peu que l'un de ces petits-enfants commence à tenir un propos qui n'est pas parfaitement exact, eh bien c'est simple. On a un clou, on l'enfonce. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, vous avez là les petites parties civiles. Donc un enfant, seul, dans le box des accusés. Bien. Vous avez devant vous la salle d'audience, la cour d'assises. Le président, ses assesseurs et les jurés. Ici, dans la salle, vous avez l'ensemble des avocats de la défense et les accusés. Et vous avez au fur et à mesure un avocat de la défense qui s'avance vers ce box où se trouve cet enfant qui est seul, sans avoir son avocat à côté de lui, puisque l'avocat est un peu plus bas, et qui commence à lui poser gentiment une question, et puis hop, dès que l'enfant va donner une inexactitude, je ne dis pas un mensonge, je dis une inexactitude, eh bien l'avocat va sauter sur cette inexactitude pour lui dire « Ah oui », et un peu pour le déséquilibrer. Et là, l'enfant va complètement se fermer. Mais vous savez, là je vous parle d'un avocat qui monte. Ils étaient nombreux. Et moi je me souviens de cette image. J'étais assise, j'étais là au premier rang, j'étais assise à côté de Myriam Badawi et j'ai vu tous ces avocats monter, tous ces avocats de la défense monter, tous en robe noire, avec le poids du groupe, le poids du nombre, contre un petit enfant, 12 ans, qui est seul dans le box des accusés. Eh bien, je peux vous dire que le haka des All Blacks, à côté de ça, c'est rien. C'est rien parce qu'en face, on n'a pas le 15 de l'équipe de France. On a un enfant. Et je me suis dit, mais comment il pourrait résister ? Dire à un enfant qui commence à déposer « t'es un menteur », ça c'est inacceptable. Ça a pourtant été le cas. Hein. Qu'on dise ensuite, par un ensemble de questionnements, l'enfant a menti pour telle et telle raison, bien entendu, ça c'est le travail de l'avocat. Mais faire fermer la bouche de l'enfant en l'impressionnant, bah ça, c'est tout sauf la justice. Il m'a dit est-ce que tu en es conscience de tes problèmes psychologiques, par exemple? Je lui dis oui. Je lui dis comme un enfant, je dis oui. Mais je lui réponds à cause de votre client, j'ai des problèmes psychologiques, je ne dors pas.
J'ai des médicaments. J'en ai plein gobé tous les jours. Des fois, j'ai des piqûres à faire pour 2 semaines où je suis un légume. Mais c'est votre client qui me l'a infligé, c'est tout. Pour pas voir son visage. Ou pour l'oublier. C'était sa première et sa dernière question. Il y en a eu des autres, encore des autres. Rien n'est épargné aux enfants. Chérif est contraint à un douloureux face-à-face avec sa mère, dans l'espoir qu'il craque. Elle m'a dit, je te demande pardon de t'avoir aidé ou de t'avoir fait des choses. Mais mes frères ont craqué automatiquement. J'entendais derrière, je voulais pas les regarder, mais je voulais la fixer, elle. Je lui dis, je vais te dire 2 choses. Et elle continue à parler, je dis, mais attends, tu m'écoutes. Premièrement, je te considère plus comme une mère. Et deuxièmement, je te pardonnerai jamais de ma vie. Jamais. Même si j'ai un jour des regrets. Je te pardonnerai jamais. Comme si le dossier d'instruction n'existait pas, les avocats de la défense présentent Myriam Badaoui comme une mythomane machiavélique. À les entendre, le juge Burgot aurait été subjugué, voire séduit par cette femme. Myriam Badaoui est un personnage assez complexe du dossier, dans le sens où elle donnait beaucoup d'informations et mon travail à moi était de vérifier les éléments qu'elle me donnait. Elle n'a pas eu l'importance qu'on a pu lui donner par la suite au tribunal. Elle était l'une des mises en examen comme d'autres et contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire ici ou là, ce n'était pas l'ossature du dossier. Faire croire que ce dossier reposait uniquement sur l'attirance d'une cinglée ou d'une folle vis-à-vis du juge d'instruction, c'est un peu facile. Et ça ne peut convaincre que les personnes qui ne connaissent pas le dossier. C'est pourtant l'hypothèse relayée par la presse qui va rester dans les mémoires. Une hypothèse reprise en haut lieu. Quelles sont les fautes de M. Burgot? Aucune faute de procédure. S'il avait fait une faute de procédure, elle aurait été sanctionnée. On n'avait rien à lui reprocher. Il s'est fait, pardonnez-moi le terme, promener par l'inculpé majeur, Mme Badaoui, qui lui disait « il y a Pierre, il y a Paul, il y a un tel », et il croyait de dur comme fer à tout ce que disait Mme Badaoui. Ça, vous l'avez vérifié dans le dossier? Ah ben ça, c'est de notoriété publique. Dire que le dossier d'Outreau reposait uniquement sur la déclaration de Myriam Badaoui, c'est une imbécilité. Je dirais que c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ça aurait été impensable qu'on s'engage dans une affaire, que la justice s'engage dans une affaire de ce genre, avec uniquement les déclarations de Myriam Badaoui, si ces déclarations avaient été contredites par tous les autres intervenants. Pour ça, c'est une légende. Nouveau coup de théâtre à Saint-Omer. J'ai menti, je suis une menteuse, une malade, j'ai suivi les enfants. D'une phrase à la fin de l'audience hier soir, Myriam Badaoui innocente à la surprise générale, 13 personnes accusées d'avoir violé les enfants. Pourquoi, d'un seul coup, une personne dit un discours et change? Et quand elle change de discours, boum, elle se fait piéger parce qu'on la traite des mythomanes, dans ceci, dans cela. Et on nous traite aussi en même temps, alors que nous, on était victimes. Myriam Badaoui, c'est aussi une femme qui, la veille de la déclaration de Kevin et de Dimitri, va subir, je pèse mes mots, va subir 8 heures d'interrogatoire à la barre du tribunal, debout sur 2 béquilles. Face à la violence des attaques des avocats de la défense, elle veut, lorsque Kevin et lorsque Dimitri témoignent, cette souffrance, elle souhaite que ça s'arrête. Elle pouvait être retournée, et elle a été probablement retournée. Alors dans quelles conditions l'a-t-elle été? Je ne le saurai jamais. L'émotion est grande après l'étonnant revirement de Myriam Badaoui. Le ministre de la Justice reçoit une note confidentielle qui rétablit les faits. L'accusation ne repose pas sur la parole d'une seule accusée. L'auteur de la note, Jean-Claude Marin, alors directeur général des affaires criminelles et des grâces, s'interroge également sur l'étrangeté de ces revirements. Il pointe des négociations suspectes qui lui inspirent un sentiment de tractation particulièrement déplaisant. Il faut croire que cette note n'a pas pesé lourd en haut lieu. Fabrice Burgot devient, de fait, le responsable du présumé fiasco.
Une fois encore, moi je tiens à dire que ce que vous découvrez aujourd'hui, nous le savons depuis le début de ce dossier. Parce que les mensonges de Badawi existent dans le dossier. L'escamotage du dossier d'instruction derrière Myriam Badawi a parfaitement réussi. Il existe un fossé entre ce que relatent les médias et la réalité du dossier. Comment comprendre un tel décalage ? Le compte-rendu d'audience, c'est d'abord un compte-rendu de ce qui se passe à l'audience, de ce que nous voyons et ce que nous entendons à l'audience. Mais évidemment, il est nourri par ce qui se fait dehors, ce qui se fait à l'extérieur de la salle d'audience. Et bien évidemment, les procès retentissants avec des personnages, des personnalités importantes, ou alors avec des événements forts, se font davantage à l'extérieur, très souvent davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque, vous le savez très bien, on ne rentre pas une caméra, on ne rentre pas un magnéto à l'intérieur de la salle d'audience. À l'ancienne, persuadé que la justice doit rester au-dessus de toute polémique, le parquet refuse de communiquer avec la presse. Je n'ai pas de commentaires à faire. De ce fait, il abandonne le monopole de la parole à la défense. Les avocats se saisissent de cette opportunité et se relaient à l'extérieur du tribunal pour donner à la presse leur version du procès. Alors que la publicité restreinte est la règle, ils la violent d'une certaine façon. Ces avocats qui sortent pour aller s'adresser aux journalistes à l'extérieur, on viole l'esprit de la loi. Si on dit « Ah, la justice des mineurs, il faut faire attention, les enfants doivent être protégés contre l'extérieur ». Mais si ceux qui sont dedans ont le droit de sortir pour aller raconter. Donc ça a été une affaire d'irruption de l'audiovisuel dans la justice, sur laquelle il faut encore réfléchir pour l'avenir. Quand vous avez l'huissier Marico qui sort en pleurs et qui dit « Voilà, on m'a tout pris dans cette affaire, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma famille, on m'a volé mes enfants, ma mère est morte, on m'a pris mon étude, j'ai dû vendre ma maison. » Et vous verrez, ça vous arrivera, et il se met à pleurer. On est obligé de l'enregistrer, et si vous travaillez dans une télé et dans une radio et que vous ne passez pas ça en boucle, vous ne faites pas votre métier. Et l'événement, c'était ça. L'événement, c'était des accusés injustement mis en détention et qui, tout d'un coup, devenaient innocents et nous racontaient leur souffrance. Pour la première fois, les gens ne se sont pas identifiés à la victime, mais à l'auteur présumé injustement mis en cause. C'est pour ça qu'il y a eu un renversement avec cette affaire d'Outreau. C'est la fin d'un accouchement de 3 années. La caméra avait montré les visages en larmes, des images extrêmement fortes qui ont été pour moi des pièges à conviction parce que brutalement, toutes les personnes accusées qui avaient été innocentées provisoirement par l'une des accusées, toutes ces personnes devenaient des victimes puisqu'ils souffraient, et objectivement et naturellement ils souffraient, et on ne peut souffrir que si on est victime. Alors de ce fait-là, l'espace victimaire était occupé par les adultes accusés, il n'y avait plus de place pour d'autres victimes. La parole des enfants, c'est devenu la mauvaise enquête de Burgot, c'est devenu une instruction en charge, c'est devenu la détention provisoire, le problème de mettre des gens en détention avant de les juger. Petit à petit, on s'est désintéressé des enfants, ça c'est évident. On est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de tous coupables à tous innocents. Et avec un espèce d'effet balancier où il n'y avait absolument plus aucune nuance possible et peut-être que, et sans doute, le dossier était beaucoup plus complexe. La défense a gagné la bataille médiatique. Et, puisque des médias les annoncent avant la fin du procès, la France entière attend 13 acquittements. C'était oublier que les jurés, eux, avaient assisté au procès à l'intérieur du tribunal. Myriam Badawi, 15 ans de réclusion. Son mari Thierry Delève, 20 ans. David Delplanque, 6 ans. Aurélie Grenon, sa compagne, 4 ans. Les deux couples voisins à Outreau avaient reconnu les viols des enfants de lait. Après plus de 15 heures de délibération, la cour d'assises du Pas-de-Calais a aussi condamné 6 autres personnes qui, elles, protestaient de leur innocence. 5 des peines prononcées dépassent ainsi les réquisitions du procureur général. J'ai hurlé avec les loups, ça ne tient pas, c'est complètement... c'est impossible. Pourquoi il y en a qui sont innocentés alors que d'autres sont... Bon, ils étaient tous dans la même histoire, ils doivent tous être innocentés. Le verdict est difficilement compréhensible.
Pour obtenir la condamnation de certains accusés, l'avocat général va imaginer que les époux Delay ont créé une petite entreprise de proxénétisme. Le problème, c'est que s'il y a une entreprise de proxénétisme, il faut qu'il y ait des clients qui puissent donner un peu d'argent pour obtenir les services de ces jeunes enfants. Et le problème, c'est que les personnes qui seraient capables de donner cet argent, eh bien, ce sont les mêmes personnes pour lesquelles monsieur l'avocat général va requérir les acquittements. Et vous voyez là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ce réquisitoire ne tient pas. 6 condamnés sur 10 font appel. Les 12 enfants violés par les 4 autres, et parmi eux, Chérif et Dimitri, sont donc officiellement reconnus victimes par la justice. Le verdict de Saint-Omer est un succès en demi-teinte pour les avocats de la défense. Ils crient au fiasco judiciaire. Pour ma part, ce n'est pas un fiasco lié à l'acquittement. Je vous ai dit, c'est le fonctionnement normal de la justice. Le parquet poursuit, la cour d'assises, le tribunal relaxe ou acquitte. C'est normal. Par contre, la façon dont la cour d'assises a été menée, les débats qui ont fait que les enfants ont été encore malmenés en audience, là réside effectivement peut-être la grosse difficulté, en tout cas qui pour moi est importante, et là on peut parler de fiasco, à savoir que la tenue des audiences n'a pas été ce que la justice a montré de mieux. Dès qu'a été connue la décision de la cour d'assises de Saint-Omer, que 10 présumés coupables sur 17 ont été condamnés, il y a eu un sentiment qui n'était pas diffus, mais un sentiment assez certain que nous étions dans le cadre d'une erreur judiciaire. À Paris, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup d'acquittements. Ça n'a pas manqué. La suite, comme le prévoyait le garde des Sceaux, s'apparente à la chronique d'un acquittement général annoncé. Contrairement à l'usage, le parquet ne fait pas d'appel général, si bien que les 6 condamnés qui ont fait appel sont rejugés seuls, ce qui prive la seconde cour d'assises d'une approche globale de l'affaire. Et c'est Paris qui accueille le procès en appel, comme pour lui donner une dimension nationale. Pour moi, c'était « Ah ok, tu veux faire appel, donc ça veut dire que tu veux essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas vrai. » Mais dans ma tête, j'ai dit « Tu vas t'en prendre pas encore plus la gueule. Il y a des violeurs ou quoi qui font appel, ou même des meurtriers. C'est pour faire le malin. Souvent, on dit « Tu veux faire le malin, tu vas tomber dans le ravac. » Donc toi, tu t'es pris 7 ans, maintenant tu vas te prendre 14 ans. Parce que tu te fous de notre gueule. Novembre 2005, le procès en appel s'ouvre à Paris. Les enfants ont été interrogés de même façon, très violemment. De toute façon, ils étaient dans un état de grand traumatisme judiciaire, je dirais. Ils ne voulaient pratiquement plus parler. J'ai attendu des heures et des heures et des heures avant de parler. Quand ils m'ont appelé, je regardais au carreau, il faisait déjà nuit. Ils ouvrent la porte, j'arrive, et là, tous les accusés me regardent. Ils me regardent rentrer. Mais moi, j'y étais cool. J'y étais comme un soldat. J'ai vraiment mis ma tête haute et je suis parti comme ça en regardant. En face de moi. Je mets mes 2 mains sur la barre. Il me dit, tu pourrais dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Donc j'explique encore le bar à train. Il me dit, est-ce que tu te souviens d'eux? Je dis oui. Et au gars, il me dit, tu pourrais me nommer par numéro. Qui tu connais? Par exemple, ce numéro. Donc c'était à peu près la... Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il fait, hop, c'est parti. On me coupe la parole. Les avocats de derrière. Où il n'y a personne, même mon avocat, moi, qui a pris ma défense. Mais il faut se mettre dans la tête d'un enfant de 14 ans. On l'insulte de mytho. Tu es comme ta mère. Pour la France entière, ta propre mère de sang est une mythomane et un monstre. Donc, je suis un monstre. Et après, on te pose la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais plus. C'est qui elle? Je sais plus. C'était ma mère.
Et je sais pas. Pour faire rire la salle, l'avocat général va jusqu'à demander à Chérif s'il a été violé par des extraterrestres. Le plus important dans toute cette affaire, je pense que c'est la parole des enfants. C'est vraiment un truc qui m'a fait du mal de savoir que des gens pouvaient se permettre de juger des victimes. Un climat délétère. L'expert Christine Condamin reçoit même des menaces de mort. Elle n'obtiendra aucune protection. Nous, les experts, on a été interrogés. C'était surréaliste. La présidente de la cour d'assises a lu en riant mes expertises. Elle a lu en riant. Et elle a dit, de toute façon, ce n'est pas la peine que je vous interroge. Et puis les avocats ont commencé à rire. Et voilà. Et c'était tout. Et c'était fini. Ça a été très rapide, en fait. Pour moi, ça a été très rapide. Pour mon collègue qui s'est fait interroger sur la faute d'orthographe unique qui avait été dans son rapport et la faute de typographie, ça a duré 3/4 d'heure. Tous les experts ont trouvé les enfants crédibles. Mais c'est pourtant la parole d'un autre psychiatre qui va être retenue, celle du docteur Paul Bensoussan, cité comme témoin par la défense. Il me paraissait impossible de laisser passer le message que les enfants, parce qu'ils sont carencés, et simplement parce qu'ils sont carencés, sont capables d'inventer des choses comme ça. C'est effectivement la thèse qui a été soutenue par un psychiatre et un seul, parmi tous les nombreux qui ont été auditionnés par la cour d'assises et qui sont intervenus dans l'affaire, un seul. Il faut quand même savoir que c'est le seul qui n'avait pas examiné les enfants. Le réquisitoire de l'avocat général est si favorable aux accusés que les avocats de la défense vont renoncer à plaider. L'avocat général Yves Jallier explique « Ce qui a le plus manqué dans cette affaire, c'est l'humanité, l'humilité. Il évoque les mensonges des enfants, la déformation de leurs paroles. Il requiert l'acquittement des 6 accusés pour qu'ils n'aient jamais à baisser les yeux. » Ce fut un grand moment d'humanité. Ce fut un moment bouleversant que de s'entendre enfin reconnaître innocent. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème. Vraiment un problème, et qu'il y avait un malaise, et qu'on était en train d'aller trop loin. Comme on avait été trop loin la première fois, on était en train d'aller trop loin la deuxième fois. La fin du procès va être marquée par un événement exceptionnel. Et Yves Bott, le procureur général de Paris, s'invite au procès. Une présence pour appuyer haut et fort les réquisitions d'acquittement général. J'ai vécu l'affaire d'Outreau comme un traumatisme. Le mot n'est pas trop fort. Et quand j'y repense aujourd'hui, le qualificatif qui me vient spontanément à l'esprit, c'est douloureux. Moment irréel, une conférence de presse organisée dans la salle même des assises, après le départ de la cour et des jurés. Le procureur général de la cour d'appel de Paris demande l'acquittement pour tous et exprime ses regrets. On bascule du hors-norme dans l'insensé. Cette manière de prendre possession, qu'une des parties, fût-elle le ministère public, de prendre physiquement possession de l'endroit du débat, avait quelque chose, chacun fait de son goût la norme, mais de mon point de vue, d'extraordinairement choquant. Le procureur général de Paris, Yves Bott, juriste avisé, aurait-il agi sur ordre du ministre de la Justice ? Je lui ai fait savoir par mon directeur de cabinet que je réprouvais son comportement parce que ce n'était d'abord pas son rôle, et deuxièmement, ce qui était particulièrement choquant, c'est qu'il s'était exprimé avant que les jurés n'aient eux-mêmes décidé ce qu'il convenait de faire au sujet des accusés en appel. Personnellement, je n'ai pas de souvenir que M. Pascal Clément m'ait exprimé sa réprobation. En quelque sorte, je le regrette presque parce que s'il éprouvait une réprobation et qu'il m'en ait parlé, nous aurions pu nouer le dialogue, mais il n'était absolument pas dans mon pouvoir, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait, de présenter les excuses de l'institution. Ça, c'est au ministre de le faire, et d'ailleurs il l'a fait par la suite. Ils ne sont pas encore jugés
coupables, mais ils ne sont pas aussi encore jugés innocents. Et demandent déjà pardon devant les télés en France. Et les jurys, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils sont de notre gueule, eux. On est des citoyens. Donc, on nous a volé. Quelqu'un de la justice nous a volé. Et parlons de M. Burgo. On dit qu'il a foiré, sans preuve, ou il a fait comme il a pu. Mais Yves Bott, on a la preuve qu'il a foiré. Est-ce que lui, on a dit que lui, il va aller dans la cour ou je sais pas quoi, pour avoir sa punition? Ça, non, personne. Personne n'a osé aller le voir en disant hey, toi, tu vas être jugé. Parce que t'as merdé. T'as fait une faute grave professionnelle. Il y en a un qui aurait dû être poursuivi devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est M. Bott. Hein? C'est cette attitude. Enfin, c'était un mépris pour la souveraineté populaire, un mépris pour les juges indépendants. Eh bien, lui, il n'a pas du tout été poursuivi. Il a été promu procureur à la Cour de justice européenne. La politique était venue se mêler dans ce procès. Hein? Il n'y avait pas besoin de ça. Ça pouvait tout à fait être tranché, fût-ce par un acquittement général, mais un acquittement général qui n'aurait pas été fait sous la contrainte, sous la pression politique. À tel point, enfin, là voilà la cerise, qu'on a osé demander. Le procureur a osé faire demander à la présidente de la Cour d'assises de ne pas délibérer plus de 3 heures pour que le résultat puisse être annoncé par M. Clément à la télévision au journal de 13 heures. Hein? Enfin, c'est à vomir, à vomir. Les délibérations du jury dureront plus longtemps que prévu. C'est au journal télévisé de 20 heures que le ministre a présenté aux acquittés les excuses de l'institution judiciaire. Acquittement. Au bout de 8 heures de délibéré, la délivrance pour les 6 innocents après 4 ans de calvaire. Dans la salle de la cour d'assises, tous ont pleuré, se sont longuement étreints. Franck Lavier avait tout perdu.